Cher public, tout le monde, je vous demanderai d'inviter et d'applaudir Drosser pour sa conférence sur Depth. Merci. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien, au loin? Oui, super, parce que je préfère pas être sur un micro. Salut, mon nom est Olivier pour les intimes, Drosser pour le public. Je suis un photographe documentaire, puis on va parler de profondeur aujourd'hui. C'est une thématique que j'adore aborder parce que c'est vraiment comme à l'essence de ma philosophie de pourquoi je fais de la photo puis comment je la fais. Donc, on va décortiquer ça un peu. Puis en gros, c'est parti, bien, c'est pas parti, mais j'ai vraiment réalisé l'année dernière quand Le Devoir m'ont mis sur la une puis m'ont appelé l'anti-Instagram ou le regard du photographe Drosser. Puis c'est paradoxal parce que je vis sur Instagram, j'ai mes contrats sur Instagram, je publie. Alors pour moi, au début, c'était un choc d'essayer de comprendre pourquoi je suis anti-Instagram quand je ne suis pas anti-Instagram, mais mon approche est anti-Instagram, mais sur Instagram. Fait qu'on va décortiquer ça. Alors, mes débuts, ça, c'était il y a 10 ans. J'avais 18 ans au cégep. J'étais jeune et naïf, super gêné. J'avais des amis qui partaient en Europe, dont Sam, qui est ici, que j'étais extrêmement jaloux. Puis, étant jaloux, j'ai dit, OK, ben je vais y aller moi aussi. J'ai de la famille belge là-bas. Alors, je suis allé sur un voyage de 2 mois seul en Europe, comme beaucoup de personnes font. Et je suis arrivé devant le Colisée de Rome et j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que j'étais incapable d'apprécier le moment présent. J'étais devant, je suis comme, coudonc, j'ai fait tout ce voyagement. Puis je ressens rien. C'est un peu bizarre. Alors, quand je suis revenu à Montréal, j'ai littéralement googlé comment apprécier le moment présent. Ça m'a amené sur la première page wikihow.com qui disait des manières d'apprécier le moment présent. Et de ce que j'ai lu, du moins sur WikiHow, c'était de commencer à apprécier nos sens plus, apprécier les sons, les odeurs, etc. Puis pour moi, c'était vraiment l'aspect visuel qui me parlait beaucoup. Alors, j'ai commencé juste à porter attention à tout ce que je voyais. Puis là, j'ai commencé à tomber en amour avec la lumière tranquillement. Autant la lumière dans des discothèques, la lumière qui rentre sur la table de café de ma mère ou les couchers de soleil. J'ai commencé à tomber en amour avec la lumière et j'avais un outil sur moi qui était mon téléphone Android d'il y a 10 ans. Tu sais, c'est pas les téléphones d'aujourd'hui. Mais j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone. Je commençais à triper, à faire ça. Je m'organisais des marches justement pour pouvoir prendre plus de photos puis explorer plein de recoins de Montréal. On dirait que ma mission, c'était vraiment de marcher toutes les rues de Montréal puis essayer de faire des photos partout de la belle lumière que je voyais. Puis là, j'ai développé un style avec des années. Puis là, mon premier contrat, littéralement ma facture 001, c'est pour Igloo Fest. Ils m'ont demandé de capturer sur Instagram en live, avant qu'il y ait de la vidéo, avant qu'il y ait des stories, avant qu'il y ait tout ça. Igloo Fest, pendant que ça se passait, alors il y avait un avantage à prendre des photos avec un téléphone, c'était de pouvoir les publier rapidement. Alors c'est mon premier contrat, puis j'étais comme, wow, attends, voir que quelqu'un me paye pour prendre des photos avec mon téléphone, c'est hallucinant. Puis là, plus que le temps avançait, plus que les appareils devenaient bons, plus que j'y prenais goût, plus que je développais mon style, qui était comme un style un peu très minimal, vu qu'il n'y avait pas de profondeur de champ concrètement avec un téléphone numérique. Ça me limitait beaucoup, mais cette limite était justement une manière de créer mon style que je vais vous parler un peu plus tard. Puis même quand j'allais faire des voyages, je voulais juste amener mon sel, mais là, un de mes mentors et très bon ami, Ben, il m'a tout le temps dit « Non, amène ta caméra, tu es un photographe, tu ne vas pas amener de caméra. » Mais moi, je suis comme « Non, je veux juste avoir du fun avec mon téléphone. » Mais là, il est comme « Non, amène ta caméra, puis fais-moi confiance. » Puis j'ai amené ma caméra, puis là, ça donne que très tôt dans ma carrière, j'ai eu une première collaboration avec North Face, avec un ami qui s'appelle Alessandro. On a eu l'idée d'aller au Laos. Puis au Laos, on est allé dans le nord, dans une tribu qui s'appelle la tribu de Kiukan, qui est sur la frontière dans les montagnes avec le Vietnam. Et cette tribu pourrait accéder à partir d'ici, c'est 40 heures d'avion, 11 heures d'autobus, 11 heures de train, 5 heures de minivan, 1 heure de bateau, 5 heures de marche dans une jungle avec plein de sangsues et de tigres. Fait que là, comme littéralement, notre guide, il fallait qu'il enlève les sangsues dans nos souliers à chaque comme 15 minutes, puisqu'ils rentraient, c'était comme des petites sangsues. Puis là, on est arrivé au top de la montagne, puis on a vécu avec les locaux là. Tu sais, il n'y a pas de route pour accéder, c'est vraiment comme reculé. Puis c'est la première fois que je faisais des images avec ma caméra que je tripais beaucoup. Ces images encore aujourd'hui que j'adore du fond de mon cœur, autant par ma connexion émotionnelle avec l'expérience, mais aussi photographiquement. J'adore regarder ces images, puis c'était les images qui étaient dans mon exposition quand je suis revenu au House Gang. Alors, ça m'a vraiment donné un peu la piqûre de faire la photo avec ma caméra. Puis j'ai fait un baccalauréat en médias numériques que je veux justement reparler, mais après mon baccalauréat, je voulais faire un échange. Mon directeur de programme il a dit non, pour des bonnes raisons.
Alors, j'ai décidé d'investir tout ce temps, cet argent, dans un projet personnel que j'appelais un peu comme ma maîtrise de vraie vie, que j'appelais la conquête. Puis la conquête, c'était traverser le Moyen-Orient à partir du Liban jusqu'au Sri Lanka. Puis l'idée, c'était vraiment J'avais lu des ouvrages qui me rappelaient à quel point les gens au Moyen-Orient n'ont pas de voix. T'sais, on entend juste parler du terrorisme, on entend juste parler de l'Iran. Alors, ma mission, c'était vraiment d'aller là-bas rencontrer les gens, apprendre sur la région de par les rencontrer et essayer de leur donner un peu plus de dignité parce que c'est comme une immense masse de gens qui n'ont juste pas de voix, qui n'ont pas le moyen de s'exprimer. Et j'ai fait parmi les 1001 séries que j'ai faites, en fait, alors, j'ai commencé au Liban, Iran, Irak, Turquie, Géorgie, Arménie, Jordanie, Palestine, Israël, Oman, Inde, Sri Lanka, sur une durée de 10 mois. Puis je m'étais donné comme mission de juste dormir chez les locaux avec Couchsurfing. Alors, c'était encore une expérience encore plus immersive que j'aurais voulu. C'était absolument incroyable. Puis j'ai fait une série qui était comme le corpus principal d'images que je faisais qui s'appelle You Don't Know Me, Me It's a Middle East. C'est une série qui visait à justement commencer à faire juste des belles images de la région, puisque avant de montrer la voie aux personnes que je voulais présenter, il fallait que je fasse des belles images de la région, un peu comme qu'on présente la Thaïlande, Bali, les Rocheuses canadiennes, le Grand Canyon. On voit tout le temps des belles images de ces endroits-là. On ne voit jamais des belles images Instagram d'endroits qu'on ne voit pas à la base, mais on ne consomme pas ce genre d'images de ces endroits-là. Mettons, c'est le Liban, la Jordanie, puis Oman. Oman, je ne savais même pas si c'était un pays avant d'y aller, là. Fait que je ne vous blâme pas pour ça. Puis là, tout ça, ça m'a donné la crédibilité aujourd'hui que j'ai la chance de travailler avec des clients incroyables à Montréal, puis en Amérique du Nord et en Europe aussi. Et parmi les 1000 projets, il y a le livre Travailleurs que vous voyez ici. C'est un livre que j'ai sorti l'année dernière. Ça m'a pris 5 ans à faire dans 19 pays. J'allais à la rencontre des travailleurs qui avaient des jobs qui étaient voués à disparaître. Puis là, ça donne que dans un mois, j'ai un nouveau livre qui sort qui s'appelle Saison de Montréal, avec une préface d'Ariane Moffat, que j'ai photographié les saisons de Montréal pendant 3 ans. Et en gros, l'idée, c'était de trouver 150 endroits à Montréal où est-ce que je pouvais mettre mes pieds exactement au même endroit, puis je prenais la même lentille, la même caméra, avec le même angle de vue pour voir l'alternance des saisons, puis comment l'environnement montréalais changeait d'une saison à l'autre. Puis ça va sortir le mois prochain. Alors, parlons de mon approche. Mon approche, malgré que mon baccalauréat en médias numériques à l'UQAM, ça ne m'a rien donné de concret pour la photo, ça m'a beaucoup ouvert les yeux par rapport... En fait, mon baccalauréat, c'est vraiment l'étude sociologique de l'impact d'Internet sur la société. Puis c'est un peu comme si on analysait c'était quoi l'impact que l'électricité a eu sur nos sociétés. On a fait la même chose mais avec Internet. Parce que Internet change tout, ça change la démocratie, ça change la psychologie, ça change les finances, ça change la communication, ça change tout. Et en voyant les tendances vers où on s'enlignait, peut-être que vous avez vu le film Social Dilemma, mais on étudiait ça justement dans mon baccalauréat en médias numériques, les mécanismes d'addiction que les applications faisaient pour nous avoir hook, puis comment c'était beaucoup de gratification instantanée versus la lecture de livres ou de magazines ou autres. Alors, j'ai vraiment réalisé l'importance d'investir dans la profondeur parce que je voyais que justement, on s'en allait tous vers la gratification instantanée. Moi, je suis comme non, on va ramener ça à la profondeur puis à des trucs un peu plus long terme. Et en même temps, pendant que je voyageais, littéralement, je voyais le nombre de selfie sticks qui augmentait plus que je voyageais au fil des années. Alors, je voyais des gens qui me prenaient en photo. Moi, ma seule réaction, c'était j'ai pas le goût de parler moi, j'ai juste le goût de montrer la beauté du monde, montrer la beauté des humains que je rencontre sur la route. Alors, je vais me cacher sous un pseudonyme qui s'appelle Drowster, justement, puis je vais montrer le monde puisque le monde est fabuleux. Tout ça a fait en sorte que j'ai comme eu un nouvel amour pour le documentaire. Puis le documentaire, pour moi, c'est tout simplement la capture du vrai, des vraies images de vraies personnes. J'enlève pas de poubelle puisque la poubelle est laide. Tu sais, je garde la lumière naturelle. Donc, c'est vraiment tout le temps photographier le vrai puis essayer de le rendre le plus beau possible pour que ça puisse te parler. Alors, je vais vous montrer une couple d'exemples. Ça, j'ai fait une histoire sur la pollinisation, en gros, pour le magazine B-Side. Puis ça, c'est un apiculteur qui loue ses abeilles. Pour des bleuetières au Saguenay. Alors lui, à la nuit venue, quand les abeilles commencent à rentrer dans leur maison, il les amène sur un 18 roues, puis il les amène au Saguenay pour qu'ils puissent polliniser les bleuets pendant la saison, pour avoir plus de bleuets, pour qu'on puisse manger ça. Puis après, une image comme celle-ci, c'est au Festival de désert en Inde à Jaisalmer. On dirait que ça pourrait être une scène de film, mais non, c'est juste la vraie vie. C'est
c'est les militaires indiens qui sont spécialisés pour garder la frontière avec le Pakistan, qui ont des chameaux spécialisés. Ou tu sais, ça, c'est Gita. J'ai fait une série sur les femmes en agriculture en Inde, à quel point elles travaillent extrêmement fort et beaucoup trop fort par rapport aux hommes. Puis j'adore ce portrait, tu sais, c'est percutant, mais c'est vrai. Ou ça pourrait être une pub de Nike, tu sais, tu as juste à rajouter le petit swoosh ici. Ça fait une pub de Nike, mais tu sais, ça, c'est une vraie scène. C'était des Égyptiens qui travaillaient à Oman, qui jouaient au soccer sur la plage. Puis là, avec les tendances aussi du marketing, les compagnies ont commencé à m'approcher pour documenter leurs vrais événements, leurs vraies activations. Puis Red Bull m'ont demandé d'aller justement documenter le Red Bull Crash Test dans le stade des Red Sox à Boston, où le gouvernement de la France m'a demandé d'aller faire des images promotionnelles de la Bretagne, parce que la Bretagne méritait un peu plus d'amour de notre part. Et en faisant tout ça, autant que j'ai tout le respect pour les musées, ma source d'inspiration principale, c'est Tumblr. Tumblr, c'est comme une sorte de blog social, mais vraiment plus blog que social. Justement, ils ne te montrent pas combien d'abonnés que tu as, parce que ce n'est pas important pour eux autres. C'est vraiment le contenu avant tout. Et je m'inspire beaucoup là-dessus. J'ai comme une banque d'images de 5000 images que j'ai sauvegardées au fil des années, avec laquelle je m'inspire pour justement monter la maquette pour tous mes projets. Puis en m'inspirant sur Tumblr, j'ai autant des photographes, des peintres russes du 19e siècle à des photographes d'aventure aujourd'hui. Alors c'est extrêmement diversifié. Puis à force de m'inspirer là-dessus, je tombais sur des images que je trouvais comme belles en termes d'image, mais aussi qui étaient vraiment vieilles, puis qui me parlaient. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'une image soit, après 70 années, soit toujours aussi belle. Puis en plus, ça soit une image cool de comme Picasso en studio. La même chose est arrivée avec des images de la grippe espagnole, Première Guerre mondiale. Je suis comme, wow, on a ressorti ces images-là pendant la pandémie pour montrer qu'il y avait des masques il y a 100 ans. Je trouve ça fou que ça soit ça. Tu sais, ça, je trouve que c'est tellement une belle image d'une fille puis de sa mère, tu sais, juste les habits, la voiture, le mouvement de la voiture. Mais là, ça te rappelle Colored Entrance, c'est les disparités, les inégalités auparavant. Ou Picasso qui s'amuse avec une caméra puis à jouer avec la lumière. Ou le départ du Queen Mary lors de son premier voyage, que je trouve tellement une belle photo, puis qu'en plus, c'est un moment symbolique dans l'histoire navale. Charlie Chaplin backstage, Picasso qui joue avec ses enfants, les Beatles qui enregistrent un album. Alors là, je me suis dit, comment puis-je m'y prendre pour faire des photos qui sont percutantes esthétiquement, alors que le contenant est beau, mais que aussi le contenu, il dure longtemps, puis il est fun, puis voilà. Alors, je me suis dit, il faut que je continue à photographier le vrai. Il faut tout le temps que j'ai une vision micro et macro de mon travail, c'est-à-dire, oui, j'ai le quotidien, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, mais tout le temps prendre du recul à savoir, OK, vers où je veux m'enligner, qu'est-ce que je peux faire pour justement documenter l'histoire, que ça soit intemporel. Alors, tu ajoutes aussi une post-production intemporelle, tu sais, c'est toutes des images qui ont une très belle coloration ou qui sont en noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est intemporel. Alors, faire des images que le contenu et le contenant sont intéressants. Ça va aussi beaucoup par le choix de sujet. Alors, à force de en fait, je n'ai même pas réfléchi à ça, j'ai juste commencé à le faire. Fait que j'ai synthétisé ça par la suite. Mais je trouvais que je pouvais le faire par des événements historiques sur les guerres des révolutions, des artistes qui vont marquer l'histoire culturelle du Québec, des projets d'envergure comme des barrages d'Hydro-Québec ou le REM qui est en train de se construire. Documenter la montée de personnes talentueuses, des choses vouées à disparaître, ou photographier l'intimité ou la vulnérabilité de personnalités publiques comme qu'on a vu avec Charlie Chaplin ou Picasso. Alors, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai faits les dernières années. Marie-Mé au Franco, quand elle a fermé les Franco l'été dernier, tu sais, Marie-Mé, ça fait 19 ans qu'elle fait de la musique au Québec, qui est au top, puis qu'elle se donne à fond, tu sais, justement, le respect pour cette femme qui est ambitieuse, qui est talentueuse, puis qui continue à juste persévérer au fil des années, malgré les critiques. Et alors ça, c'était son soundcheck, puis après, quand elle performait le soir, alors, tu sais, juste de pouvoir photographier quelqu'un que moi, j'écoutais dans le bus scolaire comme à 11-12 ans, puis j'achetais ses chansons sur iTunes quand on pouvait les acheter à 1$. Puis là, fast forward comme 15 ans plus tard, que j'ai de la photographie. Ou, tu sais, des portraits de personnes qui ont marqué le Québec, comme Ginette Renault. Ça, c'est dans son escalier chez elle. Ouais. Ou photographier des gens comme Yann Englund et Antoine Lévy-Pilon. Tu sais, Yann Englund a été nominé aux Oscars pour son film Henri, puis Antoine Lévy-Pilon a été à Cannes avec Mommy par Xavier Dolan. Alors, avoir la chance de pouvoir les photographier également. Fouki en studio, qui vient tout le temps. Vous avez sûrement entendu la chanson Ciel par Alicia Moffett et Fouki, qui a beaucoup tourné sur les radios. Bien, j'étais en studio avec eux autres quand ils la créaient. Je pense que ça, c'était en été 2019 ou 2018.
quand on était en studio, puis là, on l'écoutait, on était comme « Ah, ça va exploser sur les radios. » Puis là, fast-forward cet été, puis c'est partout. Alors, c'est d'avoir cette vision de comme, OK, croire en des artistes, puis juste documenter leur vie en espérant, te croisant les doigts, que ça va marcher de leur côté. Je travaille beaucoup avec Zach Zoya, qui est un rappeur signé avec Universal Music à Toronto. Puis ça fait, depuis 2017, je le prends en photo. Alors, de juste continuellement le prendre en photo, documenter sa vie, parce que je crois en son talent, je crois en sa personne, en sa bonté, puis en son intelligence. Alors, juste de le suivre chaque semaine, puis de continuer à le documenter. Oui, un événement marquant, vous avez sûrement vu l'explosion à Beyrouth, au Liban, pendant la pandémie. Mais quand l'explosion est arrivée, j'ai tout de suite décidé d'y aller. Alors, pour photographier les conséquences de l'explosion. Alors, tu sais, c'est des moments qui sont historiquement importants, autant pour le Liban, le pays, que pour les dynamiques politiques du monde. On va aller photographier une révolution. J'allais photographier l'impact des femmes pendant la révolution au Liban. Alors, tu sais, c'est une révolution, tu sais, on en parle souvent des décennies après, alors c'est un choix de sujet. Puis là, c'est un scoop que je ne sais pas si mon éditeur serait content que je parle de ça, mais j'ai déjà fini un autre livre qui va sortir en 2024, puis j'ai photographié les églises pendant la pandémie. En fait, les églises à Montréal. Alors, j'ai photographié 300 églises à Montréal pendant la pandémie parce que les églises, veulent pas, vont disparaître ou vont se renouveler, se recycler parce qu'on est de moins en moins croyants statistiquement. Alors, tu sais, photographier pas seulement des personnes, mais aussi des choses qui vont disparaître. Alors, pourquoi je fais ça? J'ai vu cette citation un jour, « The road less traveled is the road of delayed gratification. If you're willing to wait for the rewards, you'll face less competition and often get a bigger payoff. » Je trouve que c'est tellement vrai. Tu sais, tu ne vas pas avoir la gratification instantanée, tu ne vas pas avoir oui, tu vas en avoir des petites, là, des petites récompenses, des petits bonbons along the way, mais la grosse récompense, c'est après, tu sais. Puis l'affaire, c'est que c'est la satisfaction d'une gratification profonde versus une gratification instantanée. Ça donne une plus grande expérience de vie du contenu, tu sais, parce que c'est pas juste un post Instagram, c'est comme un livre qui s'inscrit dans le temps puis qui est dans les archives nationales. Ça touche à plusieurs médiums qui ont chacun leur durée de vie, leur formalité, leur manière de s'exprimer, tu sais, cinéma, musique, web. La puissance du bouche-à-oreille, on dirait que quand tu fais des gros projets comme un livre, tu sais, les gens vont en parler, parce que soit ils aiment le livre ou ils n'aiment pas le livre. Le désir de marquer l'histoire visuelle de ma génération, puis je me suis demandé, est-ce que mon but, c'est d'avoir une belle page Instagram ou c'est de faire une exposition au Musée des Beaux-Arts comme récapitulative de ma vie dans 10-15 ans. Puis ça va arriver, je vous le dis. Alors, tout ça, tu sais, malgré la vision long terme, veut pas, il y a quand même Instagram, une plateforme que j'utilise beaucoup. Puis la méthode de consommation sur Instagram, tu sais, elle est rapide, sur un petit écran. Le concept d'un profil qui agit comme un portfolio, c'est en format 1 par 1 ou par 20, puis là, ça va jusqu'à 4 par 5. Puis beaucoup de distractions, tu sais, comme il y a plein de notifications, il y a plein de reels, puis il y a plein de... Alors ça a eu comme des conséquences directes sur mon style. Alors, ma composition est très simple, très minimale pour que tu comprennes tout de suite de quoi je parle. Le sujet ou message est véhiculé rapidement. Les couleurs sont vives, justement, pour attirer l'œil. Puis ça, je n'ai pas fait ça consciemment, mais juste au fil des années, je suis comme, c'est fun que ça soit comme des images bonbons. Images avec un ratio de 4 par 5. Concentration sur des gros détails au lieu de petits détails comme un peu plus au WordPress Photo. Tu sais, tu vas vraiment trouver tous les petits détails versus sur Instagram, tu sais, ça va t'apparaître en face. Tout ça combiné avec le documentaire, mon but, c'est de flouer les lignes entre le documentaire puis la photographie artistique qui a une intention très juste esthétique. Alors vraiment flouer la ligne à savoir, je ne sais plus, est-ce que c'est du documentaire parce qu'on dirait que c'est trop beau pour du documentaire parce qu'on dirait que c'est fait en studio avec une équipe d'éclairagistes puis de maquilleurs alors vraiment de flouer les lignes. Je vais vous montrer quelques exemples. Pendant le festival de désert en Inde, c'est super minimal, un chameau puis un militaire. Où j'ai fait une histoire sur l'américanisation du Mexique, comment Coca-Cola commandait des événements traditionnels Maya dans le sud du Mexique. Alors, tu comprends la culture Maya, puis là, boum, tu comprends tout de suite Coca-Cola. Pour C2 Montréal, j'étais ambassadeur en 2019. Alors, tu sais, malgré que C2, tu sais, c'est un gros événement, je voulais ramener ça à la simplicité, puis c'était quoi les technologies qui étaient émergentes à ce moment-là. Ou les femmes en agriculture en Inde, ils font de l'agriculture en étage, en palier. Alors, tu sais, les photographier dans leur environnement. Puis même ça qui est un peu plus compliqué, comme c'est très simple des chameaux, puis quelqu'un qui hydrate les chameaux. Ou une campagne pour Herschel que j'ai faite dans un bâtiment abandonné, puis avec le printemps, c'était le printemps à Montréal pour Herschel et les sacs à dos. Alors, c'est vraiment super simpliste en essayant les choses de l'environnement.
Ou même des portraits, tu essaies de garder ça le plus simple possible sans que ça soit un peu partout. Ça, mettons, j'ai fait une séance photo pour Vogue Italie, puis je voulais des photos de Zach. Alors, c'est super simple que ça te pop au visage. Ou des messieurs qui regardent des courses de chameaux. Alors, vraiment utiliser les codes d'Instagram pour présenter du documentaire. Peut-être des images comme ça, ça va peut-être moins marcher ou comme ça. Mais alors, présenter vraiment la vue d'ensemble, puis après, plus rentrer dans un carrousel dans l'histoire. Même chose avec ça, utiliser l'image qui est la plus comme « wow, OK, wow, il y avait une soirée avec beaucoup de personnes pas qui filmaient, mais qui allumaient leur lumière lors de la performance pour Zach. » Puis là, après, tu as toutes les coulisses. Ou une campagne pour Arc'teryx qu'on est allé monter par un moins 30, le mont Avalanche. Alors, vraiment commencer par une mise en contexte qui est belle, qui est simple, puis après, plus rentrer dans les détails, la montée. Même chose avec des coulisses de vidéoclips. Une image très, très simple, que c'est juste des silhouettes en contre-jour. Puis après, toutes les choses un peu plus chargées, moins simples à comprendre par après. Alors, en gros, l'approche Instagram, c'est juste poursuivre des projets artistiques selon ses convictions et ses valeurs. Utiliser les codes visuels, avantage de la plateforme Instagram à son avantage, sans toutefois tout investir dans la recherche de likes et le succès numérique. Avoir tout le temps une vision macro et micro d'un projet. Essayer de toucher plusieurs médiums, puis balancer le numérique avec la vision long terme, parce que, exemple concret, tu ne vas pas avoir une idée incroyable en étant sur un ordi, puis en étant devant un écran, sortir, revenir, te déconnecter, avoir de l'hygiène numérique aussi. Alors, c'est pas mal ça, mais j'aurais un petit bonus qui est fun à montrer parce que mon prochain livre sort dans 1 mois. Puis c'est un peu avoir une vision long terme, mais de manière différente. Alors, c'est des images qui vont dans mon livre, puis vous allez vite comprendre. Mais en gros, c'est de retourner à la même scène puis faire les 4 saisons de Montréal. Le livre, c'est pas juste des 4 saisons. On a essayé d'ajouter un peu plus de dynamisme. Alors, je les ai toutes photographiées aux 4, mais on a gardé les meilleurs de chaque duo d'images. Alors, il y a des quatuors, des trios, des duos, etc. Alors, c'est vraiment de montrer comme... Je trouve que la photo est justement extrêmement puissante parce qu'elle nous permet de voir le temps évoluer. On est tellement dans le quotidien puis on vit le temps, mais how about que tu peux prendre un peu de recul puis que tu peux voir le temps. Puis voir le temps, je suis moi-même surpris en faisant ça parce que j'ai vu des arbres être coupés, j'ai vu des graffitis apparaître, j'ai vu des poubelles être changées avec un autre modèle de poubelle. Alors, c'est des choses que tu ne porterais pas nécessairement attention dans ton quotidien à force de juste regarder la vie. Puis là, je l'ai faite pour vous autres. Retourne à la statue de Calder au parc Jean-Drapeau. Un matin, je pense que c'était automne à gauche, puis hiver à droite. Le musée de la fourrure de Lachine. On va vraiment voir l'évolution. Puis même ça, je pense, ça c'est la première que j'ai prise. Puis il y a l'arbre ici, puis l'arbre a été coupé après. Fait que, là, c'est dur à voir là, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais l'arbre a été coupé. Je l'ai vu la journée qu'il la coupait. Ah ouais! Elle était immense. Ça aurait probablement pris 3 personnes pour faire le tour de l'arbre. Je suis tellement content que tu sois ici et que tu confirmes ce que je dis. C'était des énormes arbres. C'était centenaire. C'était un arbre qui était énorme. Oui, parce que clairement, le bâtiment est vieux. Puis voilà, l'arbre était vieux. L'Espitière Notre-Dame-des-Neiges. Aussi voir les différents comportemtements des Montréalais, justement, pendant les différentes saisons. Alors, ski de fond l'hiver, marche l'automne, vélo l'été, puis rien au printemps. Parce que, qu'est-ce qu'on fait le printemps, Ou de voir aussi à quel point il y a du monde aux différents endroits à Montréal. Alors, ça, c'est le belvédère du Montréal. L'hiver, dans une tempête, il n'y a personne qui... Je vous suggère d'aller dans une tempête au belvédère parce qu'il n'y a personne. Puis, je ne vous garantis pas que vous pouvez voir la ville, mais le vibe est cool. Puis là, la maison à côté du stationnement au Montréal également. Puis, juste le fait de voir comment aussi les feuilles peuvent cacher des choses. Toutes les autres saisons, on voit la bâtisse. Alors, de voir, j'ai trouvé des cool perspectives au travers d'arbres, justement, que les feuilles bloquaient à d'autres saisons, mais qu'on pouvait avoir une belle perspective, justement, quand il y a peu de feuilles. Donc, en gros, c'est ça. Merci de m'avoir écouté.